Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va accueillir Nelly. Donc, comme d'habitude, cet épisode sera en avance sur Patreon. Donc, on va parler aujourd'hui avec Nelly qui travaille au SGAR. On va comprendre qu'est-ce que le SGAR et quelle est la mission du SGAR en Guadeloupe. Allez, bon épisode. Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go! Mais à travers son regard, je réussis à voir la beauté et la grâce, la puissance. Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va accueillir Nelly. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Et toi, Axel? Moi, ça va, tranquille. Première question, comme d'habitude. Qui es-tu? Alors, je suis Arandelle Nelly. J'ai 26 ans et je suis chargée de mission ingénierie et projet à la préfecture. Ok, parlons déjà de ton parcours scolaire. Alors, j'ai eu un bac L. À la suite de mon bac littéraire que j'ai obtenu avec mention, j'ai intégré une licence de LEA, donc langue étrangère appliquée, et j'étais spécialisée en traduction. À l'obtention de cette licence-là, je me suis orientée vers une autre licence de sciences politiques. Alors, les licences de sciences politiques à l'époque, et je crois que ça se fait encore aujourd'hui, ça s'intègre directement en troisième année. Et à l'obtention de cette deuxième licence, j'ai intégré un master en sciences politiques, où j'étais spécialisée en politique comparée et en développement territorial. La politique comparée, c'est quoi? Alors, c'est tout ce qui tourne autour de l'évaluation des politiques publiques dans divers domaines, et le volet développement, c'est tout ce qui touche aux politiques structurelles, territoriales notamment, donc tout ce qui tourne autour de la prévention des risques, de l'alimentation, de l'aménagement, etc. Ok, parcours pro, avant ton poste actuel. Alors, il faut savoir que mon parcours professionnel a commencé à l'université. Enfin, c'était mes débuts avec mes petits jobs étudiants. Donc, il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais en emploi étudiant qui était proposé par l'université. Donc, des postes à 20 heures par semaine. Non, même pas 20 heures par semaine, peut-être 12-13 heures par semaine. Et donc, c'était des postes type tuteur, chargé d'accueil en bibliothèque, etc. Lorsque je suis entrée en M2, j'ai eu une opportunité d'enseigner. Donc, j'ai postulé, j'ai été retenue pour un poste d'enseignant en histoire géo. J'enseignais au niveau 6e à 3e. Oui. Je te coupe maintenant. Pendant que j'y pense, d'ailleurs, ça a fait le buzz dernièrement, au moment où on tourne cet épisode, on tourne en novembre. Il y a une jeune femme qui a pleuré sur TikTok parce qu'elle a 100 euros de bourse et qu'elle a 3 jobs, plus ses études. Donc, voilà, quoi, elle n'est pas bien. Et en une journée, elle a reçu 14 000 euros des gens sur les chips. Les gens ont fait une cagnotte pour elle. Donc, c'est pour montrer aussi la difficulté parfois d'être étudiant et de se nourrir, etc. Je te laisse continuer pour le niveau 6e, 3e. Oui, exactement. Alors, c'est vrai que pour rebondir rapidement, c'est vrai que quand on est étudiant et qu'on n'a pas beaucoup, on n'est pas boursier ou on a une très faible bourse, c'est compliqué parce qu'on est tenté d'abandonner ses études. Et pour reprendre sur le métier de prof, donc oui, j'enseignais de 6e à 3e. Et donc, j'ai enseigné pendant environ 2 ans. Ok. Est-ce que c'est une expérience que tu as aimée? Je vais être honnête, j'ai partiellement aimé cette expérience. J'ai partiellement aimé cette expérience-là, puisqu'enseigner, c'est bien et c'est passionnant. Toutefois, les conditions n'étaient pas réunies pour qu'on puisse enseigner convenablement. Donc, il n'y avait pas de moyens, ou du moins les moyens étaient très limités. Donc, quand je vois qu'on galérait pour avoir un vidéoprojecteur, et une fois qu'on a le vidéoprojecteur, il faut installer le vidéoprojecteur, le temps d'installation, parce que bien sûr, il y a les petits problèmes informatiques courants qu'on rencontre.
ça prenait quand même pas mal de temps. Ça prenait environ 15 minutes sur un cours. Et donc, entre-temps, les élèves se dissipent. Voilà, quoi. On les perd. Et du coup, ça, c'est déjà démotivant parce que c'est très compliqué de remobiliser les élèves. Et puis, deuxième point, c'est que, alors, on a beaucoup d'exigences de la part du ministère de l'Éducation. On avait beaucoup, enfin, à l'époque et jusqu'à maintenant, beaucoup d'exigences de la part du ministère de l'Éducation, mais peu de moyens. Donc, c'est-à-dire qu'on demandait l'inclusion des élèves à profil particulier. Donc, on parle d'élèves à besoins spécifiques, à besoins éducatifs particuliers. Donc, les élèves 10, donc dyslexiques, dysmorphobiques, etc. Ça peut être aussi des élèves qui ont des problèmes de vue, des problèmes, des troubles du comportement, comme par exemple des élèves autistes. Il faut les intégrer dans une classe qui est déjà au moins 25 élèves, mettre ces élèves-là qui fait que ça monte l'effectif à 32, 33 élèves. Et il faut aussi, sur la petite heure qu'on a, prendre en compte leurs spécificités, faire un cours spécialement, préparer le cours spécialement pour leurs difficultés. Par exemple, l'élève qui a des difficultés de vue, il faudra adapter le cours à ses problèmes de vue. L'élève qui a des difficultés pour écrire ou pour lire, il faudra adapter également. Donc ça, c'est très complexe. Il faut faire tout ça en 1 heure. Finalement, on passe plus de temps à s'occuper des élèves qui ont des difficultés que des autres élèves. Et forcément, les autres élèves qui se sentent délaissés, mais une fois qu'ils ont fini ce qu'ils ont à faire, ça part en cacahuète et on est dans une classe qui devient ingérable. Ouais, non, mais de toute manière, c'est une manque de moyens parce qu'on ne veut pas mettre des éducateurs avec eux. Exact. Il faudrait mettre des éducateurs, sauf qu'il faut les payer bien pour qu'ils aient envie de faire ce travail, parce que de toute manière, moins on paye bien un travail, moins les gens ont envie de le faire. Donc c'est toujours compliqué. On le voit dans plein de métiers, en France, où la France a beaucoup de mal à recruter dans ce service public. Et pour parler des professeurs, il y a un speed dating où j'en ai parlé d'un épisode d'actualité, de 30 minutes pour être professeur. Donc, ça montre complètement la décadence et le côté régressé. Parce qu'à l'époque, moi, je me rappelle que j'étais très jeune, au primaire, mais que quelqu'un était professeur, la matière, il professait. Genre, c'était un truc de fou. Tu vois, le maître, le truc, c'était un truc de fou. Sauf qu'aujourd'hui, pas du tout. Mais il y a un monsieur qui a écrit 2 livres sur l'école où il montre comment l'école est descendue. Et il expliquait en gros, je vais retrouver son nom, je mettais en description le jour de la sortie. Mais en gros, il expliquait que dans les années 60, 70, la France avait besoin de personnes qualifiées. Sauf que à un moment, ils en avaient moins besoin. Donc, on investit moins dans l'école, ça fait moins de personnes qualifiées et plus de personnes à terre, tout simplement. Sauf qu'aujourd'hui, on a besoin de personnes qualifiées, mais on les a pas parce que c'est compliqué. Je prends un exemple banal, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien patron d'EDF qui a fait une conférence de presse il y a 1 ou 2 mois et qui expliquait que, vu que le gouvernement voulait fermer des centrales nucléaires pendant plusieurs années, la France n'a pas formé les gens capables aujourd'hui de les entretenir. Donc aujourd'hui, il y a des centrales nucléaires qui sont fermées, mais pas parce qu'elles peuvent plus fonctionner, mais parce qu'elles peuvent. Personne de qualifié. Voilà, parce qu'il manque des gens qualifiés pour faire ça. Pareil pour le côté, on l'a vu avec le Covid, le côté où les médecins, il manque des médecins, parce qu'il y a un numerus clausus, parce que ça n'a pas été assez développé. Donc aujourd'hui, beaucoup de médecins algériens ou d'autres d'autres communautés viennent au pays. Je le dis et je le répète, c'est un exemple que j'avais donné. Une jeune femme a écrit un livre, je crois que c'est Cuba, l'armée des médecins, un truc comme ça. Je vais aussi je retrouve le titre, où elle montre dans des rapports que, exemple, Cuba, ils ont 11 millions d'habitants et ils ont 95 000 médecins. Donc quasiment 100 000 médecins pour 10 millions. Sauf que la France a 230 000 médecins pour quasiment 70 millions. Donc en gros, il nous manque, si on fait le calcul, 400 000 médecins. Donc, et aujourd'hui, on le voit très bien. Je crois que j'ai vu des étudiants de médecine qui sont en pleine, où ils s'expliquaient que aujourd'hui, ils mettent une nouvelle réforme pour les obliger à aller dans des villages ou des choses comme ça, etc. Mais pourquoi? C'est pour faire les déserts médicaux. Exactement. Suite au Covid, il y a maintenant, je crois qu'il y a un médecin sur les 7, alors qu'avant, il y en avait 2. Je sais qu'il y en a un qui est parti, donc c'est problématique.
Donc, sauf que Sachant que ce médecin-là, il est sur Terre de Haut et il dessert apparemment Terre de Bas également, mais pas tout le temps. Donc en fait, ça montre que c'est un vrai souci oui, mais c'est sûr, en surtout, il matière faut de choisir santé. tes jours pour être malade. Exactement. Et si t'es malade, le G, il n'est pas là, c'est pas bon. Et s'il prend des vacances, Ah là là. là, faut rester chez soi, faut rien faire du tout, faut pas bouger, faut rester là comme ça. Donc, voilà. Non, on en rigole, mais en tout cas, dans plein de services publics, Il manque de vrais moyens et ça c'est très compliqué en fait d'enseigner dans des conditions pour revenir là-dessus, d'enseigner dans ces conditions-là parce que en fait on a envie et je pense que c'est ce qui démotive pas mal de personnes de choisir de s'orienter vers cette voie-là, c'est qu'il y a cette envie enseigner c'est bien surtout quand on trouve aujourd'hui il y a de plus en plus de l'accès à l'information qui permet de diversifier ces méthodes d'enseignement. Et quand on voit qu'on n'a pas les moyens, par exemple, il y a une chose qui m'arrive assez souvent, c'est que j'adaptais mes cours en fonction de ce que j'allais avoir en ma disposition en classe. Ça veut dire que si j'avais prévu de faire une vidéoprojection, parce que j'aimais beaucoup vidéoprojeter mes cours, parce que j'aimais les agrémenter d'images, etc., de vidéos, mais comme je ne sais pas si j'aurai accès à de la vidéoprojection ou si j'ai accès à la vidéoprojection, j'ai pas accès au son. Donc en fait, il fallait toujours une version non numérique, on va dire, une autre version pour pouvoir faire son cours et pas uniquement baser son cours sur cette seule et unique version. Donc ça c'est une chose qui est assez embêtante parce qu'on peut pas enseigner dans les conditions dans lesquelles on aurait voulu parce que par manque de moyens et par classe surchargée. Et la troisième chose, c'est que enseigner, c'est avoir de très faibles perspectives d'évolution professionnelle. Alors je vois beaucoup m'ont dit oui, mais tu peux passer des concours d'encadrement, c'est-à-dire devenir tout ce qui est proviseur principal, etc. Ça m'intéressait pas plus que ça. Et je sais pertinemment que lorsqu'on entre enseignant, on reste enseignant, voilà quoi, pour plusieurs décennies. vitam aeternam. Et ça, non, j'avais du mal parce que j'ai enseigné que pendant 2 ans et pendant ces 2 ans-là, je t'avoue quand même que j'étais déjà épuisée et je me suis dit, je n'ai que 26 ans et je suis épuisée, je me vois pas faire ça pendant 30 ans. Et du coup, il y a ce faible, comme je disais, cette faible perspective en matière d'évolution de carrière. Et moi, je suis une personne qui aime monter en compétences, j'aime me former, j'aime apprendre de nouvelles choses et j'aime évoluer, quoi. Et en tant qu'enseignant, on va évoluer, on va peut-être devenir un meilleur enseignant, mais on va pas gagner en compétences techniques et opérationnelles. Ok. Dans la continuité du podcast et surtout de l'école, actuellement, en quoi consiste ton poste? Alors mon poste, donc je le répète, je suis chargée de mission ingénierie et projet. Donc je suis en charge en fait de la coordination de différents dispositifs qui sont pilotés par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Donc ce sont des dispositifs qui ont vocation à appuyer, accompagner les collectivités, donc c'est-à-dire les communes et les intercommunalités. Donc c'est le SGAR. Voilà, donc c'est au sein du SGAR. Et donc, nous, on est en charge. Enfin, il y a plusieurs missions, hein, comme tu le décrivais. Comme je l'ai décrivé en off. Oui, mais, c'est ça. Non, voilà. Et du coup, moi, ma mission, c'est surtout ça, c'est-à-dire assurer la coordination de ces dispositifs qui donc là, ont. c'est le côté contractualisation. C'est ça. Et donc, mais pas que. Il y a d'autres formes de contrats où d'autres collègues interviennent. Mais moi, ce sont sur les sujets de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qu'on va appeler ANCT. Et donc, j'interviens notamment. Alors, ce sont des dispositifs qui ont vocation justement à permettre aux collectivités de développer. Donc, la plupart du temps, c'est ça, de développer leur projet de territoire ou de consolider, voire d'actualiser leur projet de territoire. Ou éventuellement, ça peut être axé également sur des volets renouvellement urbain. Il y a des dispositifs, et là je parle plus globalement, qui peuvent être axés sur le renouvellement de l'habitat,
sur le développement de tourisme durable, par exemple. Et donc, moi, je suis en charge vraiment de la coordination de ces dispositifs en Guadeloupe et du suivi administratif et financier. Donc, je m'assure en fait que le dispositif soit bien. Non, déjà, je m'assure du suivi des financements qui sont attribués, si c'est bien consommé. Je m'assure également que tout ce qui est réglementaire à propos des dispositifs soit fait, donc c'est-à-dire tout ce qui est convention, signature, élaboration de conventions, etc. Je m'assure également que les personnes qui soient recrutées pour mettre en œuvre ces dispositifs dans les collectivités correspondent bien à nos profils qu'on attend, puisque la plupart du temps, les postes qui interviennent dans le cadre de ces dispositifs, ils sont cofinancés par l'État. Donc voilà, c'est vraiment un travail de coordination et d'animation également. Donc cette animation, elle passe par tout ce qui est webinaire, journée de rencontres, séminaires, etc., des salons. Enfin bon, ça c'est plutôt à plus large échelle. Et voilà, donc on est plutôt ça, c'est plutôt l'objet principal de mes missions. Ok, revenons rapidement sur Guadeloupe.gouv. Donc, officiellement, il y a 6 missions sur le site. La contractualisation, donc on en a parlé un tout petit peu. La régulation économique, le soutien aux acteurs économiques, les politiques communautaires, les investissements publics et l'aménagement du territoire. Et en 6e, la coopération régionale. Alors, j'aimerais revenir, comme je le fais chaque fois, je le fais avec Magali Marcin, qui est élu aux Abîmes et conseil régional, où il y a une propagande qui explique que donc c'est marqué que l'État, le conseil régional et général ont décidé de créer en Guadeloupe une cellule partenaire de gestion de fonds européens. Je répète et je dis encore, les fonds européens n'existent pas pour les Français. La France est contributeur net comme le Pays-Bas et comme l'Allemagne. Donc, ça n'existe pas. On ne peut pas vous prendre votre argent, vous le redonner et vous dire que c'est quelqu'un qui l'a financé. L'Europe n'est pas un pays. Donc, voilà. Donc, pareil, qu'on nous dit que l'État va financer, l'État financera. Nos impôts, on s'autofinance nous-mêmes les choses. Comme exemple, actuellement, et j'en ai parlé dans une pièce d'actualité, le bouclier tarifaire. Voilà. Le bouclier tarifaire, c'est 24 milliards d'impôts, d'accord, sur les futures générations. Et Elisabeth Borne, la première ministre, a annoncé un plan de 12 milliards pour aider les collectivités et les petites entreprises à payer leurs factures d'électricité. Non, elle prend nos impôts, notre argent pour donner aux entreprises. Aux mêmes entreprises, bien sûr qu'on n'aura pas de réduction. Donc, si on donne, je sais pas, à la Redoute, il n'y aura pas de promo pour les Français pour donner un slip à 1 euro au lieu de 3 euros. Donc, c'est encore double chose. Pareil, quand on recapitalise, que ce soit EDF, qu'on force, c'est l'ARCEM qui force EDF à vendre un quart de son électricité pas cher à Total Énergie ou Direct Énergie, etc., qui le revend plus cher aux Français. Enfin, bref. Donc, les fonds européens n'existent pas. C'était surtout ça le débat. Donc, voilà. Comment tu gères les relations avec les collectivités? Alors, comment je gère les relations avec les collectivités? Alors, quand tu dis la gestion des relations, est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce que, voilà, les attentes, voilà. Non, le tout. D'accord. Alors, c'est vrai que d'une façon générale, oui. Sans oublier qu'en off, tu me disais qu'il y en a 5, c'est ça? Alors ça, c'est sur le contrat de relance et de transition écologique. Ça, c'est des EPCI. Il y a 5 contrats de relance et de transition écologique qui sont signés en Guadeloupe, mais je travaille pas uniquement avec les EPCI. Je travaille également avec les communes. Et d'une façon générale, en fait, je travaille plutôt avec les techniciens, donc les directeurs techniques, les urbanistes, les responsables de l'urbanisme, de l'aménagement, de la transition écologique, etc. Donc c'est plutôt avec des techniciens que je travaille, parce qu'on est plutôt sur de l'ingénierie de projet. Donc en fait, il y a quand même une certaine technicité dans tout ça. Et c'est plutôt bien sûr aux personnes, aux techniciens et aux techniciennes
que je m'adresse. Et donc, avec eux, ça se passe bien parce qu'il y a une relation qui est fluide. Et puis systématiquement, ils vont pas hésiter à venir poser des questions parce qu'ils cherchent justement à s'améliorer, à améliorer la façon dont ils vont conduire les projets dont ils ont la charge. Toutefois, pour te dire les choses honnêtement, c'est vrai que travailler avec des collectivités, ça peut être compliqué quand on a des élus qui sont difficiles et qui entrent dans la danse. Ça veut dire que si au cours d'une réunion quelconque, même au-delà des réunions, hein, d'une façon générale, vous avez en fait des projets qui n'aboutissent pas en collectivité parce que parfois c'est à cause des élus. Alors c'est vrai que ça fait très cliché ce que je dis, mais c'est que par moment en fait vous avez des convictions qui sont tellement fortes, des élus qui ont des convictions fortes ou qui ont une vision ou des croyances on va dire limitées, qui vont bloquer volontairement le développement de certains projets, et donc en fait ce qui fait que ça n'aboutira pas. Donc quand vous avez des élus qui veulent, par exemple, qui mettent des bâtons dans les roues dans les différents projets que vous souhaitez développer parce que ils sont en conflit avec tel autre élu, ça peut empêcher les choses d'aboutir. Quand vous avez des élus qui ont la main serrée, qui souhaitent pas faire des investissements parce qu'ils veulent pas dépenser d'argent, alors que l'argent public ça sert à ça, les projets n'aboutissent pas. Donc en fait, on n'a que des petits projets, on n'a aucun projet structurant. Donc en fait, c'est vrai que travailler comme de toute façon, c'est là la complication, c'est que quand bien même je travaille avec les techniciens, on travaille avec les techniciens, le décisionnaire ça reste l'élu et on doit faire en fonction de ce que l'élu veut. Donc c'est vrai que par moment, c'est dans ce contexte-là qu'il peut y avoir des relations un peu plus compliquées, pas forcément nous et élus, c'est-à-dire État et élus, mais sur ce qu'on souhaite faire aboutir, justement, ça peut être compliqué. Est-ce que il y a assez de cadres qui peuvent comprendre les réglementations? Alors, déjà, une chose qui doit être claire, et je pense de ce que j'ai pu expérimenter, c'est qu'en Guadeloupe, on a des compétences. Ça veut dire qu'il y a des personnes compétentes qui pourraient intégrer les collectivités et venir justement renforcer les équipes et apporter l'ingénierie et l'expertise. Le problème que j'ai pu constater, c'est que la plupart du temps, dans les mairies, enfin dans les collectivités, hein, pas uniquement les mairies, mais ça peut être aussi les EPCI, mais surtout les mairies, ils n'ont pas forcément les moyens pour pouvoir recruter des personnes compétentes. Est-ce qu'il faudrait pas recruter moins de personnes Alors j'allais en venir. Non, mais J'allais en venir. En fait, pourquoi est-ce que ils n'ont pas forcément les moyens? Parce que par moment, recruter une personne compétente, ça demande des financements, mais c'est que, et ça on va pas se mentir, dans les collectivités aux Antilles, vous avez une masse salariale qui est assez importante dans les collectivités, et on peut voir sur un poste, il peut y avoir 3 personnes. Donc sur un poste qui nécessite une personne, on peut avoir trois personnes pour faire le travail. Et donc en fait, au lieu de payer un salaire, on se retrouve à payer 3 salaires. Et le problème, c'est que ça, c'est issu quand même d'une culture qui a perduré pendant plusieurs décennies. Et comme on en parlait un peu en off, hein, le souci c'est que vous avez des personnes qui sont là et qui n'ont pas forcément passé de concours et qui ont été titularisées sur un ancien système. Aujourd'hui, ça marche plus comme ça. Donc, ce qui fait que ces personnes-là, étant donné qu'elles sont titulaires, on peut pas les mettre à la porte et leur dire bon ben voilà, vous n'êtes pas compétente, voilà, puisque elles sont titulaires maintenant. Et donc ça c'est pour moi une des explications. Alors je suis pas au sein même des collectivités, donc je ne pourrais pas te donner tous les éléments, mais je pense que c'est une des explications qui font que les collectivités peuvent avoir du mal à recruter ces personnes-là.
Alors, tu voulais intervenir? Non, mais j'avais une autre question, mais continue. Le deuxième point, Ouais. justement, et ça, alors, qu'on soit clair, ça reste uniquement sur mon expérience et sur ce que moi j'ai pu Mais voir c'est avec le les podcast sur toi, collectivités. donc. Donc, donc, l'autre point également, non, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau du recrutement, c'est ce que moi j'observe, mais ça veut pas dire que c'est la vérité absolue. Non, totalement. Et ce que j'ai pu voir, c'est qu'aussi vous avez des territoires qui manquent d'attractivité. Et donc, quand vous êtes une personne compétente, vous sortez par exemple d'une grande école, où vous avez fait pas mal d'études, etc. Il y a des territoires qui vont pas être attractifs parce ils ont un caractère d'isolement. Donc, ça veut dire que c'est loin des centralités. Et pour le cas de la Guadeloupe, les centralités, on les connaît. C'est toujours l'agglomération pointoise, Pointe-à-Pitre, Mao, Bémao, Gosier, etc. aussi bon. Et ce sont les zones qui sont les plus attractives. Donc forcément, les personnes compétentes auront cette tendance à s'orienter vers ces collectivités-là. Quand vous avez des communes qui sont un peu plus en retrait, Port-Louis, on se voilà, Bertrand, le Nord Grande-Terre ou même la Saint-Claude, Côte sous le vent, voilà, Saint-Claude, Bouillante. Bien tout que ça, Bouillante a réussi à quand même dynamiser grâce à Malandion, c'est ça. ils ont Et quand même donc, réussi à faire un petit truc. Mais Pointe-Noire, ce c'est sont, voilà, compliqué. ce sont des territoires en fait des territoires de la Côte sous le vent qui sont assez isolés. Et du coup, c'est clair que de par leur distance, ça va pas forcément être un territoire attractif. On n'a pas besoin de prendre 10 000 exemples. Hein. Il suffit de voir Marie-Galante. C'est vrai qu'un jeune compétent, il aura pas forcément pour première ambition, sauf si éventuellement c'est un Marie-Galantais qui souhaite retourner, mais il aura pas pour ambition première d'aller là-bas parce que il y a aussi d'autres problématiques telles que trouver un logement adéquat. Et ça, c'est un autre problème qui est très mentionné dans les problématiques des territoires, c'est que la plupart du temps, vous avez des territoires où ce sont des populations vieillissantes et des populations qui structurent finalement ces territoires-là. Et donc, en fait, ce sont des gens qui sont là, qui sont là depuis des générations et qui sont propriétaires. Pour pouvoir attirer de nouveaux profils compétents dans d'autres territoires, dans ce type de territoire-là, il faut avoir une offre qui soit attractive. Déjà, que l'offre d'emploi soit attractive, mais qu'aussi l'offre de services soit attractive. Ça veut dire qu'il y ait des services de proximité, qu'il y ait des logements, parce que quand vous avez quasiment toute la population qui est proprio et qui veut pas louer à longue durée, mais qui loue uniquement en saisonnier, ça peut être un frein justement au fait qu'on ait des personnes, des cadres. Qui viennent sur Voilà, place. c'est pour ça aussi que vous avez ce qu'on appelle beaucoup de migration pendulaire. Ça veut dire que vous avez des gens qui habitent loin de leur lieu de travail et qui font la route parce que soit ils ont des difficultés à trouver des services, un logement sur place, ou soit tout simplement comme il n'y a pas ça, ils ont pas envie d'aller s'installer là-bas. Ouais, parce que je suis d'accord, parce que au-delà de ça, on parle parfois euh, on parle de s'installer pour la personne, mais il y a des gens aussi qui sont en famille. Exact. Et ça Et les prend une écoles, autre ça tournure. compte, l'autre personne aussi, ça compte. Donc, c'est pour ça Exact. que quand les gens viennent s'installer, si une femme vient s'installer, exemple, en Guadeloupe, ben, il faut que son mari puisse trouver quelque chose. Mais si elle travaille, aller à Marie-Galante, le marché économique n'est pas développé. Si lui, il n'a pas un métier de fou, exemple médecin, bon, t'es médecin, tu t'es à Marie-Galante, c'est super. Mhm. Tu feras ton argent et ça va, mais si t'as pas un métier comme ça, ou alors un métier télétravail. Mais, si c'est un métier télétravail, il faut que la connexion Internet soit bonne. Ça, c'est Exactement. encore autre Ça, chose. c'est Donc, un autre c'est problème. vraiment le cerveau qui se mord la queue Mhm. sur plein de petites choses. Donc, Mhm. voilà, ok. Donc, c'est pour ça, en fait, enfin, je pense que c'est l'une des raisons qui pourrait expliquer justement qu'on ait autant de difficultés à avoir des cadres dans les collectivités, parce que, bon, pour les raisons mentionnées, hein, c'est-à-dire que, bon, il y a déjà des personnes, et ça c'est très souvent dit, je l'ai très souvent entendu dans le cadre de mon travail, des personnes, euh, une masse salariale enfin je dirais pas peu compétentes, hein, font des personnes qui n'ont pas un tel degré de compétence
qui sont là et qui occupent des postes depuis des années, qui n'évoluent pas. Voilà. Et résultat, quand on voit ça, je peux comprendre finalement que du point de vue extérieur, on constate qu'au niveau de certaines collectivités, il y a une absence de performance de ces services publics. Non, totalement. Est-ce que toi-même, Mhm. on t'aide? Enfin, est-ce qu'on t'aide? Combien de temps ça te prend toi-même à comprendre une nouvelle réglementation? Alors, Parce que toi, tu dois l'ingurgiter mhm. et le recracher. Il faut que ça soit digeste pour une autre personne. Alors, je t'avoue que les réglementations, on les lit, les mots utilisés, on les comprend. On comprend justement, on comprend, hein, c'est-à-dire que parfois, on peut passer une matinée à lire une nouvelle circulaire qui est sortie, mais par moment, et ça c'est vraiment très fréquent, c'est que on essaye de comprendre un peu le sens de la réglementation. Donc en fait, on a des directives qu'on reçoit, et quand je parle de sens, c'est-à-dire que il y a un sens et un contresens dans la même circulaire. Donc en fait, on lit une circulaire, mais on se pose quand même des questions. On continue à se poser des questions parce qu'il y a toujours des choses qu'on ne capte pas. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Et une circulaire, ça mène à d'autres questions. Donc, bon, même si on se pose des questions, on n'a pas forcément les réponses, hein, puisqu'on doit appliquer. Mais c'est vrai que d'une façon générale, c'est surtout le point qu'on peut rencontrer lorsqu'on prend connaissance d'une nouvelle circulaire avec de nouvelles règles. Parfois, elles sont très claires, très courtes, mais parfois elles sont plus longues. Et ça amène justement à d'autres questions. Ok. Non, mais bon, ça me surprend pas parce que c'est toujours un peu complexe pour l'État français de faire des choses simples. Je pense que, ah non, mais l'administration, je crois Pourquoi que faire simple quand on peut faire compliqué? c'est l'État français. L'État français, la langue française, c'est après bon. Enfin, bref, c'est comme ça. Euh, Dernière chose, c'est quoi ta Guadeloupe? C'est quoi ma Guadeloupe? C'est quoi ta Guadeloupe? Qu'est-ce que tu aurais aimé pour la Guadeloupe? Qu'est-ce que j'aurais aimé pour la Guadeloupe? Alors, moi, je t'avoue que j'aimerais qu'on puisse avoir utiliser nos ressources, les ressources et les atouts qu'on a. Et enfin, moi, je vais parler du point de vue de ce que j'ai déjà pu voir au sein des collectivités. J'aimerais qu'on puisse utiliser les ressources qu'on a et pouvoir en fait les développer. Je vais prendre un exemple. Vous avez ce qu'on appelle tu as ce qu'on appelle des PAT, donc des plans alimentaires territoriaux, et les plans alimentaires territoriaux, si tu veux, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir fédérer les différents acteurs qui vont intervenir dans le cadre de l'alimentation. Donc, ça peut être les acteurs économiques, ça peut être les agriculteurs, les éleveurs, etc. Et donc, l'idée, c'est vraiment de favoriser les circuits courts et aussi favoriser une meilleure alimentation. Donc nous aux Antilles, là c'est un exemple, hein, mais il y en a d'autres. Je prends l'exemple de l'alimentation parce que finalement il y a tout un tas d'autres exemples. On a des atouts et ça serait bien qu'on puisse utiliser ces atouts-là pour pouvoir contribuer à notre développement. Donc utiliser essayer par exemple, comme je disais, de favoriser nos circuits courts, améliorer notre alimentation. On parle beaucoup de consommer davantage d'aliments locaux, développer peut-être de nouvelles filières ici. Et ce que j'aimerais finalement, c'est que on puisse rassembler toutes les connaissances qui existent, toutes les connaissances qu'il y a sur le territoire pour contribuer finalement à son développement. Et j'aimerais également qu'il y ait, et ça c'est un point de vue extrêmement personnel, qu'on puisse faire l'impasse sur les intérêts. Je parle surtout au niveau des politiques, qu'on puisse faire l'impasse sur les intérêts propres pour qu'on puisse mettre en œuvre des projets structurants. Ça, c'est vraiment ce qui nous manque ici, c'est mettre en place des projets structurants. Et c'est normal qu'on ne peut pas mettre en place de projets structurants parce qu'on a encore des problèmes d'ordre structurel qui sont pas réglés. On a nos problèmes d'eau,
On parlait tout à l'heure des problèmes des routes, des problèmes des éclairages publics, etc. Donc, Internet. voilà. Donc, en fait, on a tout un tas de problèmes structurels qui font qu'on peut même pas mettre en œuvre davantage de projets qui contribueraient à développer davantage notre territoire. Donc, parce qu'on doit s'occuper déjà des gros problèmes structurels qu'on a ici aux Antilles. Ouais, le chômage chez les jeunes. Exact, ça c'est, enfin, il y a tout un tas de choses, hein, on pourrait rester à en parler pendant des heures, mais Non, mais moi, je pense déjà que si on arrive à régler le B.A.B.A., parce que moi, c'est du B.A.B.A., avoir de l'eau, c'est le B.A.B.A. voilà, au moins ça. Alors, avoir des routes où il n'y a pas des nids de poules constamment, tout ça, c'est du B.A.B.A. Si déjà il y a ça qui est réglé, ben, ça donne envie aux gens peut-être de venir plus souvent, d'investir, etc., etc. Et à ce moment-là, qu'il y ait moins de chômage chez les jeunes, voilà, pour moi, c'est pareil, comme je disais, le serpent qui se mord la queue. Tant que certains problèmes ne seront pas réglés, parce que même tout à l'heure, on parlait de ça, dans le recrutement des cadres. Un cadre, un Guadeloupéen qui est parti il y a 10 ans. D'accord, il est parti à l'âge de 18 ans, il a fait Bac+5, Bac+6. Il a trouvé un job là-bas, il rencontre une Guadeloupéenne. D'accord. Il arrive à 30 ans, 30-31 ans. Donc il a fait 12 ans en France, ou en Angleterre, aux États-Unis, tout ce qu'on veut. Il était dans une grande ville, ça bouge, il a du confort, il a le B.A.B.A. qui fonctionne. On lui demande de revenir en Guadeloupe et de s'adapter au fait que les transports, c'est problématique, à tout ça, etc. Ça aussi, c'est problématique pour aussi ramener les talents. Parce que c'est les talents comment dire ça, d'une nation, ce sont les cerveaux. Ce sont les cerveaux. Parce que je prends un exemple, souvent, on parle souvent des pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, qui sont riches pas par talent, mais simplement parce qu'ils ont du pétrole. Mais un pays, et j'ai déjà parlé de cet exemple, la Corée du Sud est un pays qui s'est formé en moins de 100 ans. Quand je dis formé, on parle de formé économiquement. Et grâce à quoi? Grâce à l'intelligence, grâce à Samsung, grâce à LG, grâce à la technologie, ils ont pu évoluer énormément. Alors bien sûr qu'ils n'ont pas de ressources naturelles et qu'ils ont d'autres soucis. Mais je veux dire que la Guadeloupe n'a pas de ressources naturelles. On parle de pétrole, oui, de gaz, j'avais etc. compris, bien sûr. Mais oui, avec des talents comme tu le dis, oui, on peut faire des choses. Il y a matière, hein, il y a matière. Et en fait, le souci, c'est que on a souvent l'idée que revenir en Guadeloupe, quand on est là-bas, quand on est en France hexagonale, c'est une espèce de régression sociale. Et en fait, aujourd'hui, on peut plus tenir ce discours-là. Parce que c'est trop facile de dire d'avoir beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'État, mais finalement c'est aussi à nous de nous responsabiliser sur certains points. On a tous les jours, je rencontre des personnes compétentes ici et on a de quoi. Malheureusement, plusieurs problèmes structurels, et quand je parle de problèmes structurels, ce sont des problèmes qui ne datent pas en général, enfin, quand j'utilise ce terme-là, c'est pour mentionner des problèmes qui ne datent pas d'hier. C'est des problèmes qui sont là, qui perdurent depuis des décennies. Tant qu'on n'aura pas réglé ces problèmes-là, on va pas réussir en fait à développer ce qu'on souhaite développer. Mais moi, je peux comprendre que quelqu'un dit que c'est une régression. Oui, mais justement, c'est-à-dire que... Parce que déjà, en termes de salaire, c'est une régression. Mais quand son salaire régresse, les prix augmentent. Donc, régression sociale totale. C'est-à-dire que la personne touche moins. Et en plus, elle doit payer plus pour vivre. Donc, je comprends ce que tu dis, mais j'ai pas envie de penser comme ça parce que ce serait dévaloriser, entre guillemets, ce serait un peu dévaloriser ce que nous, on est capable de faire. Non, eh bien, au contraire. Pour moi, je valorise le fait que les gens ont le courage de rester aux Antilles ou en Outre-mer, malgré toutes les difficultés, et qu'ils aient envie constamment de faire avancer les autres. D'ailleurs, c'est pour ça que PCA Podcast est là, Parcours Confidence Antilles. C'est bien pour ça. C'est-à-dire que même les gens qui sont mis en avant, qui ne sont pas dans les Antilles, ce sont des gens qui contribuent à des choses aux Antilles. S'il n'y a aucun rapport avec les Antilles,
Les gens ne sont pas invités dans PCA Podcast. Donc, PCA Podcast, c'est pour ça. C'est montrer, bien sûr, des talents, etc. Mais, bien sûr que pour moi, c'est une régression. Je ne vais pas se mentir, c'est une régression pour beaucoup de choses. On n'a pas d'Internet. Moi, j'habitais dans une petite ville de 50 000 habitants et j'avais la fibre optique. On parle de trucs il y a 5-6 ans, en 7 ans. Donc, c'est une petite ville et il y avait ça. Alors, bien sûr, je ne dis pas que toute la France est fibrée, c'est pas le cas. Il y a des zones blanches, mais je veux dire qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où il y a la fibre. On parle de 5G, il n'y a pas de 5G. Il n'y a pas de 5G. Depuis l'année dernière, on parle déjà de la 5G en France, dans d'autres villes. Même à La Réunion, à Saint-Denis. Même à La Réunion, ils ont déjà la 5G. Donc, non, c'est une régression. Moi, je comprends qu'aujourd'hui, un cadre qui gagne, allez, 3 500 €, et on lui propose un poste ici de cadre, et le gars, il vient avec son iPhone 14 Pro Max, où il a son forfait pas cher. Aujourd'hui, il faut forfait baissé, donc c'est plus un argument, mais il a son forfait où il a 200 gigas à 15 €, et en plus, il a de la 5G, donc ça va super vite. Il peut faire du télétravail, ça, parce que tout à l'heure, on a parlé de ça aussi. Des télétravail, vous faites télétravail pour Internet. Moi, j'ai un ami en question, je pense à lui, lui, il fait du télétravail, ouais, mais avec son portable. Son portable en 4G parce que certains opérateurs ne fournissent pas les services compétents pour offrir une connexion assez poussée. Donc, tout ça, pour moi, ça compte. Après, bien sûr que ceux qui restent et ceux qui font les choses en Guadeloupe, oui, force à eux parce que, oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, c'est vrai que quand on parle de régression sociale, c'est vrai que tu vas parler de régression sociale dans le sens où on sort d'un endroit X pour aller dans un autre endroit. C'est ça, moi je parlais surtout de ça. Et en plus, je vais te dire un truc. Moi, je suis de Sainte-Rose. D'accord? Les gens le savent. Je prends un exemple. Je parlais avec un patron la dernière fois qui me dit, franchement, je ne recrute pas les gens de Sainte-Rose. Boucan est tout le temps bloqué. C'est tout le temps bloqué. Je ne sais pas si demain ils viendront au travail. Donc, je ne recrute pas les gens à Sainte-Rose. Voilà. Régression sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même une commune comme Sainte-Rose qui voudrait être attractif, eh bien, les jeunes sont obligés de quitter Sainte-Rose. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. D'accord? La première élection de Mme Bajazé, j'oublie c'est en quelle année, mais dernièrement, il y a 7 ans. Donc, il y avait à peu près, je crois, entre 21 et 22 000 habitants à Sainte-Rose. La dernière élection, il y a eu, je crois, entre 17 et 19 000 personnes. Donc, je crois, entre 2 et 4 000 personnes ont quitté Sainte-Rose. Je n'ai pas le chiffre exact, donc c'est pour ça que je donne une fourchette assez large. Mais simplement pour te dire que quand on te dit quitter, à part mon qui mort, tu vois. Non, j'avais compris. non, mais je sais, mais je dis qu'à part mon qui mort, c'est, en gros, des gens qui, bon, frère, ras le cul de Sainte-Rose. C'est pour ça, en fait, que je t'ai expliqué tout à l'heure quand tu m'as demandé, comment est-ce que je vois la Guadeloupe. Quand je t'ai expliqué que ça reste quand même une utopie, à mon avis, c'est que les intérêts, ne priment pas. C'est-à-dire ce type d'intérêt ne prime pas parce que malheureusement, et comme tu dis, effectivement, la Boucan toujours bloqué et surtout on sait jamais quand. Là, on a pris cet exemple-là, on sait jamais quand. Et voilà, mais encore une fois, ça a des impacts quand même non négligeables sur le développement d'un territoire, puisqu'on on est en conflit avec un tel, ou on est en conflit avec telle ou telle personne, etc. Et ça, c'est vrai que déjà, ça ternit d'une certaine façon l'image de notre territoire. Mais totalement. Moi, je prends un exemple, Bémao. Bémao n'est jamais bloqué. Bémao n'est jamais bloqué. Non, ça, c'est vrai. C'est jamais bloqué. Jamais je connais une personne de Bémao qui va me dire « Ah, je peux pas faire mes courses parce que c'est bloqué. À Sainte-Rose, or, on a plusieurs barrages dans Sainte-Rose. Donc, un Sainte-Rosien ne peut même pas circuler à Sainte-Rose. Donc, moi, j'aime ma commune, il n'y a pas de souci, je l'aime. Mais, je peux comprendre un patron qui me dit, moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie. Moi, depuis que j'ai mon taf, les dernièrement encore, vu qu'il y a des problèmes de l'eau, où apparemment, il y a de l'aluminium, etc., revendication. Plusieurs fois, je suis arrivé hyper en retard au taf. Alors, eux, ils en rigolent. Ils me disent, Sainte-Rose, toujours barré, vite, on en rigole. Mais eux, ils doivent se dire, heureusement que j'ai un Sainte-Rosien. Mais si dans ton entreprise, tu as envie d'en avoir, je ne sais pas, 4, et il y a 5 agents, comment tu fais tourner ton entreprise? Et imaginons que c'est ta grosse période. Parce que c'est ça, on ne bloque pas le week-end, on bloque la semaine, quand les gens vont travailler. Donc,
même si on aime, même si on revendique et il faut changer les choses, etc., il n'y a pas de souci. Mais, bien sûr que ça, c'est un gros point noir pour Sainte-Rose. Les gens quittent Sainte-Rose à cause de ça. C'est tout. C'est vrai. C'est pas que ça, Non, mais ça effectivement. fait partie de ça. Non, c'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure, justement, le fait justement que tu aies des intérêts X en fait qui prennent une proportion quand même qui est assez importante, et en plus c'est pensé stratégiquement, bien sûr, hein. Bloquer, bon, on reste toujours sur l'exemple de Sainte-Rose, mais bloquer la Boucan, ça reste stratégique, et même quand il y a des blocages en Guadeloupe, ça reste purement stratégique. Parce que finalement, c'est une façon pour les gens de revendiquer drastiquement leur positionnement, et ça questionne finalement sur pas mal de choses, hein. Ça questionne sur l'état d'esprit des gens. Est-ce que on bloque parce qu'on en a marre? Est-ce qu'on bloque parce qu'on n'a pas envie d'aller travailler? Est-ce qu'on bloque? Donc, je t'avoue que ce sont des questions que je me suis quand même assez souvent posées lorsqu'il y a des blocages. Alors moi, je pense que toutes les dernières fois, exemple à Sainte-Rose, c'était entre guillemets légitime. D'accord? Je comprends. Tu vois, en tout cas, c'était des vraies revendications. Je pense pas que c'est bon pour pas aller au travail. Mais il y a quand même le truc où ce qu'on veut dire, et c'est là où je veux en venir avec toi, et c'est là que j'étais d'accord, c'est que oui, il y a des choses que peut-être que l'État met en place pour essayer de développer, mais il y a des communes qui de toute manière resteront pas attractives, et que le centre restera toujours plus attractif parce qu'il y a des problèmes. Parce qu'il y a déjà tellement de problèmes. Donc quand tu rajoutes le problème, c'est trop ces embouteillages. Quand tu rajoutes les embouteillages, plus le côté où c'est bloqué, oh là c'est fini. Là, c'est fini parce que problème d'eau. Problème d'eau. Problème comment dire ça? Circulation. De circulation. Problème de blocage. Problème d'internet. Mais c'est bon. Les gens se disent, mais ça sert à quoi que je suis. Bon, il y a la plage, heureusement. Mais ça suffit pas. Non, mais c'est vrai, ça suffit pas. Donc, alors qu'une commune, comme exemple, bon, on a pris l'exemple de Bemao, même, tu as parlé d'exemple des Abîmes, mais il y a le cinéma, il y a le théma, t'as faim, tu peux aller manger à côté, ton travail, comme par hasard, est toujours à côté, c'est jamais bloqué. Si c'est bloqué, c'est parce que la Guadeloupe entière est bloquée, alors que nous, chez nous, c'est souvent il n'y a que nous. Voilà, enfin, bref. Mais je veux dire que c'est un fait. Et c'est ce qui fait aussi que certains endroits sont bloqués. Ça explique pas tout. Pour lui, en se Bertrand, ils sont jamais bloqués. Bon, peut-être parce qu'il y a personne. Tu vas vexer les gens du Nord Grande Terre. Non, je t'inquiète pour finir sur une note d'humour. Mais tu vois, c'était surtout de ce sens-là, et je pense aussi que ça joue. Merci à toi. Je te remercie de m'avoir invité et accueilli. Ouais, ce podcast, les gens ne le savent pas, mais il est spécial pour moi parce que il a été difficile. Il a été difficile. Ah ouais, beaucoup d'enregistrements, mais on y est arrivé. Prenez soin de vous, comme d'habitude. PSA Podcast sur LinkedIn, Instagram, YouTube, Twitter et TikTok. Donc voilà, et Patreon pour ceux qui veulent participer.